Bienvenue sur Facebook, bienvenue sur Digital 24. Nous sommes en live Facebook en direct. Comme promis, tous les vendredis à 18h30, on essaie de proposer une émission sur Digital 24. Donc cette émission pour ce vendredi-ci s'appelle Digital Life, où nous parlerons de la vie dans le monde du digital. Pour donc traiter ce sujet, nous allons justement parler des données personnelles, la protection des données à caractère personnel. Nous avons ce soir comme invité Emmanuel Dior. Il est juriste spécialiste des TIC. Il est également le CIO de Juristicom. Donc nous lui poserons, comme je l'ai dit dans l'annonce, un certain nombre de questions concernant les données à caractère personnel, le scandale Facebook Cambridge Analytica, le règlement européen sur la protection des données, la RGPD, et aussi son impact sur l'Afrique et autant d'autres questions que vous aurez à partager avec nous et pour lesquelles il aura bien sûr le plaisir d'y répondre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Montaga. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je voudrais déjà, la première question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur le caractère de données personnelles? Quelle est son importance aujourd'hui dans la vie numérique? Merci Montaga déjà de votre invitation. Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs de Digital 24 et aux internautes, bonsoir. Alors, pour revenir à votre question, la problématique de la protection des données personnelles, je pense qu'aujourd'hui, peut-être on va juste faire un rappel certainement, mais les internautes arrivent quand même à sentir l'utilité et l'importance de la protection des données personnelles dans le milieu du cyberespace. Alors là, dans ce monde où on est soit connecté sur Facebook, ne serait-ce qu'une heure de temps par jour. Donc, il y a vraiment l'urgence, surtout avec ce scandale de Cambridge Analytica dont vous venez de faire mention. Donc, c'est dans ce décor-là que nous allons essayer de contextualiser cela pour voir quelles sont les pratiques qu'au Sénégal nous devrions avoir pour ne pas quand même vivre un Cambridge Analytica bis. C'est une entreprise qui a besoin de faire comprendre aux hommes politiques qu'ils peuvent les faire élire. En quelque sorte, on peut qualifier Cambridge Analytica de faiseur de roi. Donc, en termes terre à terre, c'est ça. Maintenant, vu que nous sommes tous sur Facebook aujourd'hui et qu'avec Facebook, Cambridge Analytica peut avoir beaucoup d'informations sur notre sensibilité politique. Alors, je le rappelle, la sensibilité politique fait partie des données qui sont vraiment hautement sécurisées du point de vue de la législation. Donc, raison pour laquelle ça a fait tellement de tollé au niveau de l'Europe et des États-Unis. Donc, si je parle sous votre contrôle, donc Mark Zuckerberg a été tellement interpellé ces derniers temps. Donc, c'est dû à la nature de ses opinions politiques qu'aujourd'hui, au Sénégal, sur Facebook, nous n'avons pas quand même le complexe de montrer notre appartenance politique. Il faut comprendre que à l'instant, c'est des données que nous sommes en train de renseigner. Parce que notre opinion politique, c'est une donnée personnelle. Le nom, le prénom, c'est une donnée personnelle. Votre adresse IP aujourd'hui, c'est une donnée personnelle. Votre localisation. Exactement, votre localisation. Sur Facebook, on a l'habitude parfois, quand on se déplace, d'activer la localisation. Ça permet également aux amis qui sont aux alentours de nous retrouver. Donc, c'est autant de données personnelles que nous renseignons. Parfois, sans le savoir. Et Facebook collecte toutes ces données personnelles-là. Il faut juste que les internautes, parfois, essaient de jouer à un jeu que je vais vous proposer, de demander à Facebook vos données. C'est-à-dire que vous puissiez télécharger le contenu que Facebook a de vous et après vous-même, essayer de faire les croisements. Parce que vous allez vous rendre compte que Facebook vous connaît mieux même que parfois votre conjoint ou bien vos parents. Alors moi j'ai fait le test, comme vous l'avez dit, il y a quelques jours, j'ai téléchargé mes données sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait énormément de choses, des choses que j'ai même oublié, publiées quand j'avais créé mon compte en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Et il y a parfois des contacts qui ne sont pas dans Facebook, mais on peut retrouver leur email ou leur numéro de téléphone, tous nos déplacements, nos centres d'intérêt, les gens, les likes qu'on a eu à faire partout dans Facebook. À chaque fois qu'on voit un post ou un lien, dès qu'on met un like,
ce like-là est conservé quelque part. Les photos qu'on a partagées sur Facebook, il y a les photos que l'on retrouve dans ces données, mais c'est énormément de choses qui sont parfois inquiétantes. Et comment faire justement pour éviter que cela nous arrive? Alors, moi, je pense que la place que Facebook occupe aujourd'hui, Oui. Là, je vais juste convoquer le thème que vous avez mentionné, protéger nos données personnelles aujourd'hui sur Facebook. Ça veut dire qu'on ne peut pas quitter Facebook. L'idée n'est pas de quitter Facebook. Donc, loin de nous, l'idée de, comme les Européens, de faire le hashtag delete Facebook. Non, parce qu'on doit être sur Facebook, parce que Facebook occupe actuellement notre temps de communication, notre temps de présence sur le web. Facebook occupe plus de 50%. Alors, dans ce cas de figure, il faut faire comme le disent les Européens, adopter la règle du recueil minimum, c'est-à-dire donner à Facebook le minimum de données qu'il lui faut pour nous aider à rester dans son réseau. Donc, pour ça, on n'a pas besoin, excusez-moi, si votre femme est enceinte et que dans 2 semaines, elle doit accoucher, on n'a pas besoin de donner ça à Facebook. Vous le donnez à Facebook aussitôt. C'est des ciblages qui commencent. Je ne suis pas et vous allez voir après une pub de couche de bébé qui va s'afficher sur votre profil. Très bien. Maintenant, là où ça peut porter préjudice, parfois, il nous arrive d'aimer des choses. Et on se dit que, bon, s'il y a une relation de confiance qui peut aller de nous à Facebook, mais il y a des choses qu'on aime, eux, ils s'en limitent pas là. Ils vont en faire une agrégation de données personnelles, une agrégation, ils vont croiser les données, ils vont croiser les données de nos géolocalisations, où est-ce que nous allons, avec qui nous sommes. C'est autant de données qu'ils téléchargent et après ils vont en faire un profilage. C'est pour ça, quand les gens disent, voilà, pourquoi être prudent sur Internet, j'ai rien à cacher, c'est parce qu'ils n'ont pas l'idée derrière. Parce qu'après ce profilage-là, on peut vous mettre dans une catégorie. Facebook, avec ses applications tierces maintenant, je ne dirais pas directement Facebook, parce que c'est Facebook qui permet à ces applications de recueillir ces données. Et pour en revenir à l'affaire Cambridge Analytica, eux, par l'entremise d'une application tierce, ils ont collecté des données personnelles des Américains. Et à chaque fois qu'ils téléchargent vos informations, dans la foulée, ils téléchargent les informations de 300 amis. Par exemple, si aujourd'hui vous aviez 300 amis à côté et qu'on télécharge vos informations, par ricochet, vos 300 amis sont inclus dedans. Donc, c'est leurs informations personnelles. Voilà. Maintenant, pour comprendre un peu la chose et essayer de façon terre à terre, après avoir collecté toutes ces informations, je parlais tout à l'heure de profilage, ils font le profilage. Après, avec le cas de l'élection aux États-Unis, ils peuvent savoir qui sont les potentiels électeurs de Donald Trump. Alors, à un moment donné, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas compter sur la population américaine. Ils ont ciblé les grands électeurs. Et à ce moment, ils ont commencé à un moment donné de véhiculer des fausses informations parce que c'est ça l'intérêt. Quand on arrive à collecter une information sur, je prends un internaute lambda, Monsieur X, on se rend compte que lui, il peut pas vraiment voter pour, excusez-moi, c'est juste une expression, voter pour un candidat X. Alors, on essaie de voir, parce que les programmes de campagne de nos jours, on ne peut pas adhérer à tout le programme. C'est en quelque sorte des packages. Moi, je vois sur le programme de tel, il y a cette partie qui me plaît bien, cette partie ne me plaît pas. Ils vont essayer de faire des croisements de données. Si tu arrives à insérer un like sur une information, ils vont l'utiliser. Peut-être après vous donner une mauvaise information, un fake news. Ils vont vous transmettre un fake news pour essayer de dissuader de votre décision de voter pour le candidat. Si vous êtes en train de balancer, ils vont le faire. Mais d'après, peut-être les internautes vont pouvoir revoir ce documentaire sur la chaîne française. Ils arrivent à mettre des postes ciblés. Un poste qu'on peut m'envoyer moi et que je serai le seul à voir. C'est ce que le gars a surnommé le dark post, qui va être supprimé. Certainement. Un post sur Facebook qu'une seule personne peut voir. Exactement. C'est comme si aujourd'hui, on est sur WhatsApp. On peut vous envoyer un message et que vous seul allez voir. C'est le risque que ça peut amener. Ok, sur Facebook, mais essayons quand même de donner le juste
milieu. Ouais. Aujourd'hui, si je suis fan de téléphone portable, moi, je ne rechigne pas à donner ces informations à Facebook pour recevoir des informations sur un téléphone qui va sortir peut-être dans 5 jours. Ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, il faut que là où je ne suis pas trop d'accord avec Facebook, c'est quand il donne l'autorisation à des applications tierces de contrôler ces données et nous, on n'est pas informés derrière. Donc, mieux ça va même au-delà. Parce que si on va dans un site, par exemple, un site quelconque, www.x.com, il y a les boutons partage et les boutons j'aime. Au niveau de la Belgique, ils ont attaqué Facebook, en France également. C'est un cookies qu'on appelle DATR. Même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous êtes fiché parce que ça leur permet d'avoir votre adresse IP, de voir votre activité sur le web et après de préparer un ciblage par rapport à votre personne. Il m'est arrivé la dernière fois d'enregistrer un numéro d'un ami, je sais qu'il n'est pas encore sur Facebook, et Facebook me propose de l'enregistrer en tant que profil en attendant qu'il arrive. Et ça m'a vraiment surpris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a même des profils fantômes concret pour attendre le moment, le bon moment pour le ciblage. Le terme shadow profile, quelque chose comme ça. C'est la même chose que Cambridge a fait. Ils ont, avec leur tierce application, collecté ces données, faire le profilage, voir quelles sont les personnes à qui on doit s'adresser pour avoir le vote des électeurs. C'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. C'est intéressant le sujet concernant Cambridge Analytica. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, j'ai vu que la semaine dernière, la Commission de protection des données personnelles du Sénégal a contacté le bureau Facebook établi à Londres pour savoir est-ce que des Sénégalais ont été touchés concernant ce scandale. Alors, dans le communiqué, la CDP précise que effectivement, 14 Sénégalais, en tout cas 14 personnes vivant au Sénégal, ont installé cette application qui s'appelle This is your Digital Life et que par ricochet, 19 189 personnes ont été effectivement touchées sur le sol sénégalais. Et Facebook a mis en place un outil, un site pour vérifier est-ce qu'on est concerné ou pas. Moi, j'ai vérifié, heureusement que je ne suis pas concerné, ni aucun de mes amis, ce qui fait que, je peux dormir tranquille, hein, mais bon, voilà, il y a toujours ce risque de se faire pomper ces données qu'on n'a pas envie de partager sur Facebook. Exactement, vu que aussi, c'est là qu'on peut appréhender vraiment l'intérêt de protéger ces données. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en face d'une personne qui, pour un service bien déterminé, il lui faut vraiment seulement mon adresse mail. Par exemple, si c'est pour m'envoyer un produit vraiment électronique dématérialisé, la personne n'a pas besoin de ma localisation. Où est-ce que j'habite? Elle n'en a pas besoin. Et c'est ce problème-là qu'on ne peut pas résoudre pour le moment avec Facebook. Parce que c'est nous qui voulons aller dans ce réseau social. Et au niveau local, on n'a pas encore d'emprise sur Facebook. Donc, c'est la raison pour laquelle ça va être très difficile. Maintenant, je ne sais pas, peut-être après vous allez essayer de partager le lien avec les internautes, parce que moi, en fait, je viens d'avoir cette information. J'ai vu juste l'info, mais je n'ai pas pu le lire. Le lien sera partagé dans ce live même. Parce que jusqu'à la semaine passée, je me disais que, gloire à Dieu, il n'y a pas de Sénégalais qui a été impliqué par rapport à ça. Maintenant, avec peut-être, je ne sais pas, est-ce que nos décideurs, nos hommes politiques aujourd'hui vont peut-être recourir au service de Cambridge Analytica? On ne sait pas. Parce que si demain ça leur traverse la tête de le faire, pour le moment, on n'est pas encore protégé. On n'est pas du tout protégé. Alors, des commentaires sur Internet, il y a Holti Samboso qui dit on attaque Facebook, mais aussi il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons accepté les CGU, les conditions générales d'utilisation. Et comme d'habitude, on ne les lit pas. Après, on vient râler. S'il y a scandale Cambridge Analytica, Cambridge Analytica a juste exploité une faille des conditions d'utilisation Facebook et a amélioré. Donc, Facebook a amélioré les conditions. Les fautes sont partagées d'après moi. Facebook et les utilisateurs. Il n'a pas tort, hein? C'est exactement ça. Je suis parfaitement d'accord avec lui, hein, mais pas tout à fait. C'est discutable. Hein?
Aujourd'hui, Facebook va prévoir certainement, après le 25 mai, l'entrée du RGPD, de délocaliser la juridiction sous laquelle nous pouvons l'attaquer. Par exemple, aujourd'hui, s'il y a souci, moi, je peux me permettre d'aller en Irlande et de l'attaquer là-bas. Maintenant, à partir du 25 mai, il y a de fortes chances que tout soit délocalisé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la législation américaine, elle est très souple côté protection des données personnelles. C'est la raison pour laquelle les Européens ont tellement surfé sur le scandale Cambridge pour faire comprendre aux Américains que voilà l'intérêt de la protection des données personnelles. Ok, on est d'accord sur le fait que c'est nous qui acceptons les CGU, les conditions générales d'utilisation de Facebook. Je suis d'accord. Mais est-ce que quand ces conditions d'utilisation sont revues à notre défaveur, est-ce que nous sommes informés? C'est une des questions qu'un sénateur a adressées à Marc. Le volume d'informations que l'internaute doit lire pour être renseigné. On lui a demandé, est-ce que lui-même, il arrive à lire? Lui-même, il a accepté que c'est volumineux. C'est comme les contrats de nos différents fournisseurs de services en banque, les télécoms. C'est écrit en petit caractère. Je rappelle, il n'y a pas un mois de cela que la juridiction française a annulé un contrat d'un client avec un réseau de télécom. Pourquoi? Parce que les écritures n'étaient pas lisibles. Ça, je pense que c'est quelque chose également sur lequel le législateur sénégalais devrait se pencher. Maintenant, pour en revenir à Facebook, si les conditions d'utilisation sont changées et qu'on ne le sait pas, mais on n'est plus tenu au départ, parce qu'il faut mettre en avant le principe de finalité, le principe de proportionnalité. Ça veut dire que quand Facebook nous demandait d'être d'accord avec ces CGU, est-ce qu'il l'a respecté réellement? Avant de changer, on doit avoir l'information. Aujourd'hui, on voit Instagram qui change ses CGU et qui va entrer en vigueur le 25. Twitter, certainement, vous avez la notification. J'ai reçu la notification. Le 25, ça va changer. Facebook, au-delà, ils ont fait des publicités en Europe pour dire que le RGPD va assurer leur protection. Alors, justement, pour en revenir à ce RGPD, Réglementation générale des données personnelles, qui est une décision européenne qui ne concerne que l'Europe. Mais nous qui sommes au Sénégal, on reçoit des notifications concernant cette nouvelle réglementation qui sera mise en place. Pourquoi on est concerné, ou bien pourquoi nos autorités de protection des données personnelles ne nous informent pas concernant justement cette nouvelle réglementation? Peut-être, moi, je peux comprendre ce cas de figure juste par un fait. Après son audition devant le Sénat, Marc avait manifesté l'intention de mondialiser le RGPD. C'est-à-dire les droits que les citoyens européens avaient grâce à ce règlement, c'était des droits qui devaient être étendus aux Sénégalais, au Kenya et au Nigeria. Mais la semaine dernière, il est en train de faire un revirement. Et certainement, nous, on ne sera pas concernés par ça. Donc, plus tard, après le 25 mai, si quelqu'un veut râler ou, comme le dit l'internaute, attaquer Facebook, il n'a qu'à aller en Californie pour l'attaquer là-bas. C'est ce que les Européens ont combattu et ils ont eu gain de cause maintenant par rapport à ce règlement. Parce que c'est en quelque sorte les lacunes de la directive 95-46 du Conseil de l'Europe. C'est en quelque sorte ce que nous avons dans notre loi sur la protection des données personnelles. Mais du point de vue de l'application, il y avait des soucis. Par exemple, aujourd'hui, en France, on arrive à obtenir de Google un déréférencement d'un lien. Google le déréférence seulement pour le .fr, mais pour le .com, l'information est toujours d'actualité. C'est ce qu'ils appellent le droit à l'oubli, n'est-ce pas? Exactement, le droit à l'oubli. En Afrique, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, dans leur loi de 2013, au niveau de l'article 34, je pense, qui l'a consacré. Mais chez nous, on ne l'a pas encore consacré. Pour nos internautes qui ne savent pas ce que signifie le droit à l'oubli, c'est quand on parle de vous ou bien une actualité qui n'est plus d'actualité, entre guillemets, qu'on doit carrément effacer de l'Internet. On a le droit de demander à Google d'effacer ça, quoi, de ne plus référencer les liens vers le site Internet. Exactement. Chez nous, on l'a de façon très simple. Si aujourd'hui, un site lambda fait un article sur ma personne,
qui vraiment n'intéresse pas, d'autant plus que je ne suis pas une personne publique, parce qu'il faut comprendre que le droit à l'oubli ne cadre pas avec les personnes publiques. Donc là, il y a un travail d'élimination à faire pour savoir est-ce que l'information doit rester ou pas. Aujourd'hui, moi, j'ai cet article-là qui parle en défaveur de ma personne et qui n'intéresse pas vraiment les gens. Peut-être à un moment donné, on peut le mettre, mais 5 ans après, je peux faire appel à l'éditeur du site pour qu'il enlève l'article. Donc c'est cela le droit à l'oubli. D'accord. On va poursuivre très rapidement vu que l'heure avance. Il y a Ahmed Bachir qui dit: je pense que chaque information récoltée par les différents sites consultés par un internaute est fichée, conservée et utilisée sans qu'il en ait souvent conscience. Conseil pour protéger ses données perso. Protéger ses données privées est donc devenu un impératif, mais comment s'y prendre? Alors, je pense que c'est une question à laquelle peut-être même ceux qui nous suivent, il y en a qui ont des réponses beaucoup plus pertinentes que le mien, mais je vais juste partager la pratique que moi je fais. Quand je visite un site qui n'est pas Facebook, j'essaie de voir déjà la politique des cookies. La politique des cookies, parce que ça également, ça doit être transparent. Ok, il y a des fichiers textes qu'on installe dans la machine pour permettre que la navigation soit fluide, le user-friendly, des trucs comme ça. Ok, mais derrière, il peut y avoir d'autres données qu'ils collectent, peut-être pour des publicités et autres. Moi, j'essaie de voir à ce niveau, est-ce qu'ils respectent ces principes? Peut-être avec le RGPD, ça va nous rassurer, parce que s'ils l'appliquent en Europe, ça va faire quand même beaucoup de mal qu'il veuille essayer de ne pas l'appliquer à notre niveau. Maintenant, à ce niveau, il faut que les sites internet également partent à la CDP pour déclarer leur traitement, parce que c'est un traitement de données à caractère personnel. Il suffit simplement de taper le lien, de taper sur Google CDP, vous avez le site, et au niveau du site, il y a des formulaires de déclaration, typiquement pour les sites internet. Et c'est pas diable, quoi. Alors, il y a également les applications sur Facebook. Il arrive très souvent, moi je le dis à chaque fois que je donne un cours, je dis aux étudiants, il peut arriver que vous disiez: voilà, je me suis fait pirater parce que sur mon compte, il y a des messages à caractère pornographique, par exemple, alors qu'en réalité, c'est vous-même qui avez accepté une fois de cliquer sur une application pour jouer à un jeu, par exemple, qui vous dit quel sera votre visage quand vous aurez 55 ans. Des questions parfois qui n'ont aucun intérêt, mais sur lesquelles, quand vous cliquez dessus, vous accordez à cette application-là l'accès à votre liste de contacts, vos photos, votre localisation, et là, du coup, ou bien même l'accès à la publication sur votre profil. Généralement, c'est ce qui se passe. Et que quelques semaines après, vous voyez sur votre profil des messages et vous dites que vous êtes fait pirater, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est parce que notre activité sur Internet est tellement intense qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. C'est très fréquent de voir des posts de blogueurs de la communauté qui font des alertes en ce sens. Il y a pas mal de temps, j'en ai partagé un sur mon mur Facebook. Mais moi, je me plais à les amis que je vois faire ce genre de choses. Moi, j'essaie de cliquer sur l'application et de voir quelles sont les informations que l'appli va récolter. Je fais une capture et je balance. Je lui dis juste que voilà ce que l'appli connaît de toi. Et même parfois, comme l'appli Cats de Cambridge, c'est pas nous seuls qui donnons nos infos. On donne également dans le même temps la liste de nos contacts. Donc ça, c'est également une masse de données. Par rapport à ces applications, vous le dites, hein, ils misent trop sur le reconnaissance. Genre, on te dit quel genre de job tu vas faire dans 2 mois, quel genre de mari tu auras, qui va t'épouser. Et c'est parce que Facebook nous connaît déjà. Il a étudié nos likes, il a étudié tout cela.
j'ai rien contre Facebook. Je suis dans Facebook et je vais rester sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de bien sur Facebook. Il faut vraiment il faut qu'on se le rappelle. C'est un outil qui sert à mettre en communauté. C'est un outil qui sert dans l'entrepreneuriat social. Donc, vous ne pouvez pas passer 2 jours où sur votre mur Facebook, vous ne voyez pas une activité sociale qui va se faire. Et c'est vraiment des choses qu'il faut louer. Mais pas au risque quand même de notre vie privée. Oui, effectivement. Alors, pour poursuivre sur cette même lancée, je donne l'exemple du Sénégal. Cela fait une semaine déjà qu'on a parlé de l'histoire du parrainage avec le vote, puis l'adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée. On a vu un site internet qui a été lancé justement pour récolter des données personnelles de Sénégalais qui pourraient décider de parrainer un candidat en mettant leurs informations personnelles plus le numéro de carte d'électeur. Est-ce que ce genre d'activité est encadré au Sénégal? Est-ce qu'on peut mettre nos données sur ce genre de site sans courir aucun risque? Alors, je prends vraiment à témoin ceux qui nous suivent, s'ils le peuvent, d'aller voir ce site de parrainage-là, je sais pas, avec Macky Sall, quelque chose comme ça, et d'essayer de tester, de voir où par leurs données. C'est-à-dire ceux qui ont eu à renseigner leur numéro de téléphone, ils auront une grosse surprise de voir que toutes ces infos, en fait, ce site n'est pas au Sénégal, encore moins en Afrique. Donc, vous envoyez des données là où vous ne savez pas. À l'extérieur du pays. À l'extérieur, exactement. Maintenant, même le fait de parler de données personnelles à ce niveau, c'est trop poussé encore. Parce que cette loi concernant le parrainage, c'est pas encore une loi promulguée. Donc, n'est pas encore dans notre ordonnancement juridique. Alors, pourquoi se précipiter? D'autant plus qu'il y a même des membres du pouvoir qui disent que cette initiative n'est pas officielle. Ça peut même aller à contre-courant, ça peut être un couteau à double tranchant qui nous dit qu'aujourd'hui que ce n'est pas une tierce personne qui récolte ces informations, déjà parce que ça lui permet d'avoir les opinions politiques des personnes. Moi, quand je vais pour parrainer Macky, ça veut dire que du point de vue opinion, je suis déjà pour lui. C'est déjà un vote, on n'attend pas l'isoloir pour voter. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que à 2 jours des élections, ces gens qui ont renseigné leur numéro de téléphone ne vont pas avoir des fake news sur leur WhatsApp? Si c'est maintenant des gens qui ne sont pas vraiment décidés, les indécis comme moi, j'attends toujours la dernière minute pour voir pour qui je vais voter. On me balance aussitôt une information qui ne parle pas bien du candidat. Je vais pencher de l'autre côté, toute ma famille avec. Alors, Ahmed Bachir qui demande est-ce qu'on a posé sa question. Effectivement, on l'a posé. Donc, c'est lui qui parlait de la collecte en dehors Facebook. Des sites internet. Alors, il y a Holdi Sambassao qui dit une précaution quand on télécharge une application sur les différents stores, App Store et autres, c'est de regarder les autorisations que l'application aura besoin pour fonctionner. Vérifier que ces droits peuvent être désactivés totalement ou temporairement. Exemple, beaucoup de gens ne sont pas au courant que Google Maps trace tous leurs déplacements. Il suffit d'aller sur maps.google.com/timeline. Vous y verrez tous vos déplacements et tous les endroits que vous avez visités. Ça nous permet de rebondir peut-être sur la remarque d'un des internautes qui a parlé de voilà, on attaque Facebook. En fait, c'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Donc, il vient de donner la réponse à sa question. Parce que admettons que lui, il sait comment ça fonctionne. Si lui sait comment ça fonctionne, un malfaiteur, quelqu'un qui ne vit que pour faire le mal, il peut vraiment avoir ces techniques-là pour tracer les personnes, tracer des gens. Maintenant, si ces données-là ne sont pas sécurisées par Facebook et que par la force des choses, un malfaiteur tombe dessus, il peut l'exploiter. Et c'est la porte à des crimes, je ne sais quoi encore. C'est pour ça qu'on parle de protection. Parce que si vous regardez au niveau du RGPD, il y a ce qu'on appelle en cas de fuite de données, l'information. Il faut, dans les 72 heures, que l'autorité de protection soit au courant qu'il y a fuite de données dans telle entreprise et que s'il y a des risques au niveau de vie privée, que les personnes même soient informées. C'est pour ça qu'on parle de protection.
restons sur Facebook, Oui. mais nous avons quand même, je pense que c'est notre droit le plus absolu et vraiment qui n'est pas très difficile, de demander à Facebook de sécuriser nos informations. Ok. Merci. Alors, il y a Yero Guissé hein, qui dit félicitations les gars pour la pertinence du débat. Il a une question. Il dit comment sensibiliser les Sénégalais sur la protection des données personnelles? N'existe-t-il pas un vide juridique sur la question? Non, il n'y a pas de vide juridique. Il suffit juste d'aller sur le site, sur le site de la CDP. Oui, cdp.sn. Vous avez toute la législation qui, depuis 2008... Mais qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, nous avons de bonnes lois. On dit même qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons les meilleures lois, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas appliquées, quoi. J'avoue, et on est le deuxième pays vraiment à être membre de la Convention 108. C'est pas parce que nous sommes restés... c'est quoi la Convention 108? En fait, c'est en marge du RGPD. C'est un cadre qui permet aux Européens de déterminer, c'est-à-dire les pays qui aujourd'hui en matière de protection des données personnelles sont quand même à un niveau avancé. Donc à ce jour, je pense qu'on est l'île Maurice, le Sénégal et tout dernièrement la Tunisie, non, le Maroc. Le Maroc. En tout cas, c'est un pays maghrébin. C'est ce soir entre la Tunisie et le Maroc, si j'ai bonne souvenance. On a certes des lois, mais il y a un souci déjà de sensibilisation. La CDP vraiment fait un boulot extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Autre chose, c'est également, est-ce que nous mettons en pratique cette législation? C'est ça aussi. Moi, aujourd'hui, quand je reçois un SMS, quelqu'un à qui j'ai jamais donné mon numéro de téléphone, une fois, deux fois, me parle des choses pour lesquelles je n'ai jamais souscrit, j'ai le droit de porter plainte. Juste par là, au niveau de la CDP. Et c'est très simple. Encore, allez sur le site, vous avez le formulaire pour porter l'information ou bien saisir la CDP de par une plainte. C'est d'ailleurs ce qu'on a eu à faire avec l'affaire du parrainage. Parce que voilà, on est certes des citoyens lambda, mais quand une autorité du pouvoir nous dit que l'initiative n'est pas officielle, on a des raisons de nous inquiéter. Et avec quelques blogueurs et un Sénégalais qui est actuellement en France, que je salue au passage, Pape Fodé Dramé, on a eu à saisir la CDP par rapport à la question. Donc c'est cette culture qu'on doit avoir déjà d'aller, ne serait-ce que sur les domaines qui nous intéressent, de consulter la législation, de faire un petit veille pour savoir comment faire par rapport à la vie de tous les jours. Bon, déjà, avant de terminer, il y a quelques conseils que je voudrais donner à ceux qui nous suivent, qui ne le savent pas. Par exemple, si vous allez sur un site où on vous demande des données personnelles, et il faut justement regarder est-ce que ce site est sécurisé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le cadenas sur l'adresse, l'URL du site. Et puis, vérifier les mentions légales. Quelle est son importance, les mentions légales? Par exemple, sur un site où il n'y a aucun contact, s'il y a des problèmes, vous ne savez pas à qui vous devez vous adresser. Est-ce que c'est obligatoire pour un site? Déjà, en Europe, je sais que c'est obligatoire. Ils mettent même pour les cookies, avant de les recueillir, ils demandent votre accord. Mais sur des sites sénégalais, on ne voit pas ça. Est-ce qu'il y a une législation qui a prévu cela ou pas? Et même sur les sites des agences et même des sites de nos autorités, ils ne respectent pas cette politique des cookies. Parce que, ok, vous pouvez faire cette politique de cookies, mais il faut qu'il y ait la transparence. Il faut que vous donniez à l'internaute la possibilité de savoir, parmi ces cookies, qu'est-ce qu'il peut autoriser, qu'est-ce qu'il peut ne pas autoriser. Et même en cas de non-autorisation, il faut lui dire, si vous n'autorisez pas tel cookies, vous n'allez pas avoir telle fonctionnalité. Et c'est à la personne de décider. C'est ce qu'avec le RGPD, qu'on appelle le consentement élevé et éclairé. Parce qu'il faut à toutes les étapes de la procédure donner l'information à la personne. Pas lui donner l'information. Donc la personne donne explicitement son consentement, mais comprenne d'abord c'est quoi l'implication. Parce que la finalité peut changer. On peut faire un traitement de données personnelles. À un moment donné, on a envie de verser dans autre chose. On doit retourner à la CDP si on avait déjà fait la déclaration. Parce que si on ne cadre pas la finalité, c'est très facile. Je peux venir pour dire, voilà, aujourd'hui, venez pour le CMU, couverture maladie, on doit faire tel fichier. Aussitôt, je récolte. Et après, je vais utiliser ce fichier pour une application pour tel domaine. Dans une semaine, vous allez avoir un concurrent.
Maintenant, tout va se jouer là-bas. C'est l'intérêt du RGPD parce que ceux qui vont aller dans le sens de la législation, c'est ceux-là qui seront mis en avant. Ce n'est pas pour rien Facebook décide aujourd'hui de payer une publicité en Angleterre, une publicité en France, de le faire en dehors du milieu numérique, c'est-à-dire avec un journal papier. Ce n'est pas pour rien qu'il le fait. C'est pour encore rassurer les Européens que vous pouvez rester dans mon réseau social, je vais respecter vos droits. Pourtant, ces droits-là, que nous, bon, on a fait du mimétisme juridique, mais c'est encore bien. Actuellement, dans notre ordonnancement juridique avec la loi 2008, ce sont ces mêmes principes qui sont actuellement appliqués en France que nous avons en interne. Maintenant, si Facebook respecte cela en France, en Angleterre, est-ce que nous valons moins que ces Français-là? Je suis désolé. Je suis désolé. Donc l'idée n'est pas de quitter, non, l'idée n'est pas de quitter Facebook. Moi, je reste sur Facebook, mais quand même, j'attends de Facebook vraiment qu'il assure ma sécurité. Parce que si aujourd'hui Facebook avait une localisation au niveau du Sénégal, ils allaient faire leur déclaration à la CDP. Effectivement, effectivement. Alors, le temps nous rattrape. Hein. On a fait plus de 30 minutes alors qu'on avait prévu de faire juste 30 minutes. On va finir. Peut-être, dernier conseil pour ceux qui utilisent Facebook et qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les paramètres, de faire un tour dans les paramètres Facebook, voir ce qui est partagé, ce qui ne l'est pas, sécuriser à nouveau son compte. D'ailleurs, Facebook, avec sa dernière mise à jour, a simplifié même l'accès à ces paramètres. À partir d'une seule page, on peut tout voir, voir ce qui... comment nos données sont partagées, comment nos données sont utilisées, avec qui. Et surtout, bloquer la publication sur notre profil. Moi, je vois beaucoup d'amis sur Facebook. Sur leur profil, n'importe qui peut venir publier quelque chose, quoi, alors qu'ils devaient au moins bloquer cette partie-là. Tant que vous ne l'aurez pas validé, tant que vous n'aurez pas donné l'utilisation, que la publication ne s'affiche pas, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jeu. C'est un jeu auquel on devrait jouer, que d'aller visiter les paramètres, les conditions d'utilisation de Facebook, de voir les paramètres et juste de tester, de voir les données que Facebook détient sur nous, télécharger et essayer d'avoir un aperçu là-dessus. Donc, il suffit seulement de faire cela, de faire ce test. Ce qu'on a déjà renseigné sur Facebook, c'est sûr que pour le moment, on ne peut pas le supprimer parce que le droit à la suppression qui est acquis au niveau de notre législation, on ne peut pas réclamer cela à Facebook aujourd'hui parce que c'est pas encore gagné. Mais ce qu'on n'a pas encore mis dans Facebook, qu'on y réfléchisse à 2 fois avant de donner l'information. On donne l'information, quand ils enregistrent, on ne peut pas modifier. Faites le test aujourd'hui pour aller essayer de supprimer votre date de naissance ou bien votre information par rapport à votre situation conjugale. Vous n'allez pas pouvoir le faire sur Facebook. Peut-être ils vont vous donner le droit de le cacher, mais vous n'allez pas pouvoir changer. Alors qu'en Europe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a consacré, le droit à la portabilité des données. À partir du 25 mai, un internaute français peut demander à Facebook de lui donner toutes ces informations, toutes ces likes et autres, de récupérer ça, de supprimer ça de Facebook et de donner ça à un autre réseau social qui peut-être aura un égard à la protection de ça. Parce que je me rappelle en suivant l'audition de Mark Zuckerberg au niveau du Parlement américain, un sénateur lui a demandé, je ne sais pas, un sénateur ou un représentant lui a demandé pour combien de temps vous conservez les données sur Facebook. Il a dit... il a un peu hésité, après il a dit je vais voir avec mes équipes, voilà, il a été un peu laconique dans sa réponse, quoi, pour dire que lui-même, bon, même s'il le sait, il n'a pas voulu donner la bonne information, quoi. Alors nous allons conclure sur donc ces échanges, hein. On a une émission donc très intéressante. On va poursuivre le débat sur Facebook, sur les autres plateformes avec les commentaires. On va répondre aux autres questions par commentaire certainement. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont apporté des contributions déjà pour parler de ces sujets sur les données personnelles. Donc, je vous remercie, Emmanuel Dior. Je rappelle que vous êtes juriste et CEO de Juristique. Alors, donc, on se donne rendez-vous un autre vendredi pour un autre Facebook Live sur un autre sujet sur Digital 24. Merci à tous. Merci à tous.